Et alors, merci à Pascal et à Myriam qui ont organisé cette conférence. Merci à Fleur qui va traduire pour Steven, qui comprend quand même le français. N'est-ce pas, Steven? Et puis, merci encore une fois à Mathieu. Excellente soirée. Juste quelques mots d'introduction. Je me sens comme un très heureux catalyseur dans cette affaire. J'ai été passionné lorsque j'ai découvert le travail de Steven. C'était lorsque je faisais 5 ans de recherche pour écrire un livre sur l'altruisme et notamment aussi des forces contraires et les bonnes nouvelles dans le monde. Il y a tellement de choses qui vont mieux dans le monde. Je crois que c'est aussi le sujet du prochain livre de Steven. De tellement d'aspects. Mais c'est vrai que c'est très, comme il va l'expliquer, quand on dit aux gens, moi en tant que traducteur de la société de Dalai Lama, il m'est arrivé de devoir traduire des questions dans le genre. Votre sainteté, la violence augmente partout dans le monde. Quelles sont les solutions que vous pourriez proposer? Je suis interprète, je ne peux pas dire entre les deux, vous savez, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et c'est ça qui est vrai, que c'est très contre-productif. On avait pensé avec Steven faire le test qu'il fait souvent aux États-Unis, de demander aux pères, mais comme on s'est dit, ça ne va pas ici, parce que les gens qui viennent, ils sont déjà un petit peu présélectionnés par le fait qu'ils sont là présents. Mais en général, si vous demandez à une audience, pensez-vous que le monde est plus violent en termes de risque que vous avez de mourir de mort violente dans l'année maintenant au XIVe siècle, aux États-Unis en tout cas, la majorité pense que le monde est plus violent aujourd'hui. Alors je voudrais juste empiéter sur ce que Steven va dire, pour dire, si vous prenez simplement le taux d'homicide, à Oxford en 1350, il était environ de 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Il n'a pas diminué de 10%, de 15%, mais de 100 fois. En Europe, en moyenne, c'est 1. Sauf en Sicile où c'est 12, on ne sait pas trop pourquoi. Donc ça veut dire que ce n'est pas une petite diminution considérable. Et ça, c'est très important. Ça va à l'encontre des idées reçues. Alors, ça serait formidable si le simple fait de savoir ça, changer notre façon de voir le monde, donner cette force, cet espoir aussi de contribuer aux causes que Steven a élucidées sur qu'est-ce qui a fait que cette violence a constamment diminué au cours des siècles. Et ce n'est pas seulement la connaissance. Mon père, Jean-François Revel, avait écrit un livre, La connaissance inutile. Parfois, même si les faits sont là, on n'en tient pas compte. Il n'y a qu'à voir comment le président Trump a déclaré que le taux d'homicide aux États-Unis était le plus haut depuis 50 ans, alors qu'il a diminué de moitié. Et je vais vous donner une petite anecdote. Comme le livre de Steven est aussi beau, qui a à peu près 800 pages, l'éditeur a demandé une subvention au Comité national de l'édition pour la traduction. Et le rapport est venu en disant ce livre est séditieux, dogmatique et il n'est fondé sur aucune évidence scientifique. Il doit y avoir à peu près 600 ou 800 références scientifiques dans le livre de Steven. Donc si vous voulez, on a aussi affaire à une sorte d'a priori qui écarte toute idée qui ne rentre pas dans une certaine vision des choses. Et c'est cette vision catastrophique, apocalyptique, du syndrome du mauvais monde. La nature humaine est mauvaise. Combien de fois l'ai-je entendu lorsque j'ai travaillé sur le sujet de l'altruisme? Et bien sûr que l'homme est fondamentalement égoïste. Gratter à la surface d'un altruisme, et c'est l'égoïsme qui va saigner en dessous. Vous trouverez toujours la motivation égoïste derrière tout ça. C'est faux. Il n'y a pas une étude scientifique qui corrobore cela. Donc je crois que c'est essentiel que ce message passe, parce que les gens qui visent les extrêmes essaient de faire naître la peur en nous pour réussir à diviser les peuples et arriver à finalement agir et motiver par le populisme les populations dans une direction qui va à l'encontre de ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire œuvrer ensemble pour un monde meilleur. Et je crois que le travail de Steven est absolument essentiel dans ce domaine. Et je suis particulièrement heureux d'avoir été un humble catalyseur pour essayer de faire en sorte que cet ouvrage soit présent. Je vais mettre tout ce que j'ai pu faire pour essayer, et je continuerai, de faire connaître ce message, ces connaissances, et que nous en tenions compte pour continuer dans cette
même trajectoire. Merci, Stephen, d'avoir fait ce travail. Merci, Mathieu. Believe it or not, and I know most people do not. Oh, ouais. Croyez-le ou pas. Non, mais je pensais qu'il allait parler un quart d'heure comme le Dalai Lama. Non, okay. You can go a little longer. Okay. Croyez-le ou pas, et la plupart des gens ne le croient pas. Violence has been in decline for long stretches of time, and today we are probably living in the most peaceful era in our species' existence. Donc, depuis très longtemps, ça fait des siècles, la violence n'a cessé de diminuer, que vous le croyez ou pas, et nous sommes maintenant à une époque où la violence est globalement à son plus bas niveau. The decline of violence has not been steady, it has not brought rates of violence down to zero, and it is not guaranteed to continue. Donc ça, c'est pas entièrement sûr que ça va continuer de la même façon, et qu'on va pouvoir, bien sûr, l'amener à un niveau zéro. Non, c'est parce que, je vais vous dire une chose, ça c'est toujours pareil pour les traducteurs, la sono est orientée vers le public, et c'est toujours un peu moins bon en qualité ici. But I hope to show you that it is a persistent historical development, visible on scales from millennia to years, from wars and genocides to the treatment of children and animals. Donc c'est un développement qui a été consistant au travers de l'histoire, que l'on peut voir lorsque l'on passe des millénaires aux années, et l'on regarde aussi bien la façon dont on diminuait à propos des guerres, à propos des génocides, la façon dont on traite les enfants, et également la façon dont on traite les animaux. I'm going to walk you through 6 major declines of violence. Donc il y a 6 déclins principaux qui concernent la violence. I call the first one the pacification process, le processus de pacification. Until about 6,000 years ago, humans everywhere lived in anarchy without central government. What was life like in this state of nature? Donc jusqu'à environ il y a 6000 ans, donc les êtres humains vivaient dans un état un peu d'anarchie, un peu désordonné, sans donc autorité ou gouvernement central. Et donc, quel était cet soi-disant état naturel? Well, many writers have had strong opinions on this question. In 1651, Thomas Hobbes famously wrote that in a state of nature, the life of man is solitary, poor, nasty, brutish, and short. Donc il y a des philosophes qui ont exprimé des idées extrêmement tranchées sur le sujet, comme Thomas Hobbes, qui a dit « La vie de l'homme est solitaire, elle est pauvre, elle est méchante, elle est brutale et elle est courte. » 100 years later, Jean-Jacques Rousseau answered that nothing can be more gentle than man in his primitive state. Par contre, Jean-Jacques Rousseau disait « Rien n'est plus aimant ou gentil que l'homme dans son état primitif. » Now, neither of these gentlemen had any data, any facts. They were just speculating from their imagination. Donc, aucun de ces deux penseurs n'avait la moindre connaissance basée sur des faits. C'était purement des spéculations intellectuelles. Today we can do better. There are several sources of information about rates of violence in prehistoric societies. I will mention one, forensic archaeology. Namely, what proportion of prehistoric skeletons have signs of violent trauma? Donc on peut, malgré tout, savoir un petit peu ce qui se passait à l'époque préhistorique. Comment mesurer le niveau de violence, de mort violente à l'étape des hommes préhistoriques. Donc on peut essayer de voir par l'archéologie qui vise à étudier quelle est la proportion, lorsqu'on regarde des squelettes d'hommes préhistoriques, qui visiblement ont des signes qui indiquent qu'ils sont morts de traumatismes violents. For example, bashed-in skulls, skeletons that have been decapitated, bones found with arrowheads embedded in them, or mummies found with ropes around their necks. Donc par exemple, c'est des calottes crâniennes qui ont été perforées,
des squelettes qui ont été décapités, this one is what? It's a bone with an arrowhead. Oui, c'est ça. Embedded in it. Des os avec des pointes de flèches et des comment on appelle ça, des Mummy? hein? Des momies qui ont visiblement une corde autour du cou. So here are 20 estimates, and they span a big range. Some of them have no signs of violence. Some of them have very high signs of violence. The average is 15%. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de variations, certains qui n'ont quasiment aucun signe de violence, certains ont de violence très élevée, mais en moyenne, dans les sociétés préhistoriques, c'est 20% de morts violentes. Let's compare it to some modern societies. Here we have Europe and the United States in the 20th century, including both world wars, with a rate of 0.6%. Et donc, si on regarde maintenant des sociétés occidentales, avec les États-Unis et l'Europe, avec les deux guerres mondiales, how much is it? 0.6%. Donc, c'est 0,6% seulement. Now, the highest possible estimate that you can get in the 20th century, which would include not just the wars, but also the genocides and the intentional man-made famines, would bring it up to about 3%. Donc, si vous prenez les cas de plus forte incidence de violence au XXe siècle, incluant les génocides et ces ères-là, on arrive à un taux de 3% de morts violentes par rapport à la population globale. For the world as a whole in the 21st century, you can't see the bar because it is less than 1 pixel high at a rate of 0.03%. Et si vous prenez le monde entier au XXIe siècle, c'est 0,01% de morts violentes par rapport à d'autres causes de mort. What was the cause of this reduction in violence? The main one was the rise and expansion of states, leading to what we know from history as the Paxes, the Pax Romana, Pax Islamica, Pax Hispanica, Pax Sinica, Pax Britannica, and so on. That when an empire takes control of a territory, it tries to stamp out the tribal raiding and feuding. Donc les causes immédiates de ce déclin de la violence, c'est tout d'abord le fait que des États se sont constitués, avec l'autorité étant aux mains des États, et tous ces ensembles de Pax, le Pax Romana, Islamica, Hispanica, Sinica, Britannica, Australinica, Cadianica, et autant quand le pouvoir est aux mains d'un État constitué, cet État finalement élimine toutes les violences qui sont plus fragmentées, notamment celles des tribus et des raids qui visent à aller annihiler d'autres tribus, et toutes les vengeances qui se font au niveau des petites entités. Now, it's not that the early kings and empires had a benevolent interest in their subjects. Rather, tribal warfare is a nuisance to the empires and kings. They wanted to keep the people alive to provide them with taxes and soldiers and slaves. Donc ce n'est pas tellement que ces despotes et ces rois étaient d'une bénévolence absolument extraordinaire, c'est plutôt c'était de leur intérêt que les sujets qu'ils dominaient, qu'ils restent en vie pour pouvoir produire, pour pouvoir payer des impôts et pour pouvoir travailler comme serfs ou esclaves pour les dits potentats. So just as a farmer tries to prevent his livestock from killing each other, he doesn't care what they're fighting about, and it's just a loss to him, so the first emperors and kings tried to keep their subjects from fighting each other. Tout comme un fermier qui a des animaux domestiques va empêcher qu'ils se nuisent et s'entretuent, parce que c'est dans son intérêt d'avoir un troupeau le plus nombreux et le plus en bonne santé possible. De même, les empereurs et les rois essayaient d'empêcher la violence au sein des citoyens qu'ils dominaient, précisément parce que c'était leur intérêt. The second historical decline of violence can be appreciated by looking at this woodcut showing a typical day in the life in the Middle Ages. Et donc,
si l'on veut apprécier le niveau de violence qu'il y avait par exemple au Moyen-Âge, et ça c'est des dessins typiques représentant les scènes habituelles des villages qu'on trouve dans ce genre de gravure représentant la vie au Moyen-Âge. And the process that brought this violence down has been called le processus de civilisation. Et donc le processus qui a amené ce déclin de la violence principalement est ce qu'on appelle la civilisation. As Mathieu mentioned earlier, we have numbers on homicide in Europe going back 800 years, and historical criminologists have plotted them over time. Here we have 5 countries on a logarithmic scale, so it goes from 1/10 of a homicide per 100,000 per year to 1 to 10 to 100. And as you can see, in every European country, there's been a massive decline in homicide. Mathieu mentioned the extreme case of Oxford, where the rate went from 100 to 1. But in every country, you see a huge decline. Donc vous pouvez voir ici, parce qu'il y a des données sur la criminalité, notamment dans tout ce qui était les archives des différentes villes et pays, à quel point, sur 800 ans, cette violence a décliné. Et comme vous le remarquerez, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire qui passe de 100 à 10 à 1 à 0,1. Donc si c'était une échelle normale, ça tomberait complètement raide. Et on voit, j'ai cité l'histoire de Oxford, mais c'est dans l'Europe entière, où en gros, la violence a diminué, est passée de 100 homicides par an, par 100 000 habitants à 1. Here we have the average of all of the European countries, and just for comparison, this is the rate for the prehistoric and non-state societies that I mentioned before. This would be the pacification process, this the civilizing process. Donc on voit ici la courbe générale pour l'Europe occidentale, donc du taux d'homicide qui est passé environ de 80 à 1 aujourd'hui. Mais si on peut le comparer au même taux d'homicide dans les sociétés qui ne disposaient pas de l'autorité de l'État, où ce taux d'homicide était proche de 800 au 1000. The decline in homicide has continued even in recent decades. Here we have a graph for the United States from 1965 to the present. There was a big increase in crime in the 1960s in every European country, every Western country. But then the United States has a further decline. And this is a graph for the world as a whole, showing that violence, interpersonal violence, homicide, continues to decline. Donc vous voyez que les taux d'homicide, par exemple, diffèrent considérablement d'un pays à l'autre, par exemple en Angleterre et aux États-Unis. Mais malgré tout, même si le taux des États-Unis reste tout à fait supérieur à celui de l'Europe, on voit qu'il y a eu un pic dans les années 60, mais qu'ensuite, à partir des années 90, il y a eu un déclin régulier aux États-Unis, et la même chose si on prend les données qui concernent le monde entier. And I should also mention that the rate for France is somewhere around here, much lower than the United States. Et donc la France, par chance, est très très bas, donc plus bas encore que la courbe en rouge que vous voyez, et certainement beaucoup plus bas que les États-Unis. The immediate cause was first identified by the German sociologist Norbert Elias in a book called The Civilizing Process, and I stole his title to talk about this historical development. Et donc tout cela a déjà été pensé et proposé par le sociologue allemand Norbert Elias dans son livre Le processus de civilisation. Et on va reparler un peu de cela. Elias argued that in the transition from the Middle Ages to modernity, there was a consolidation of central states and kingdoms out of the medieval patchwork of fiefs and principalities and duchies and baronies. Et donc, une des thèses donc, a proposé Norbert Elias, c'est qu'entre le Moyen-Âge et l'État contemporain, la modernité, il y a une consolidation des États, des royaumes, donc qui sont devenus beaucoup plus stables. As a result, criminal justice was nationalized, and the constant feuding and brigandage and warlording of the medieval knights was replaced by the king's justice. Et donc, de ce fait, la justice criminelle a été nationalisée par ces rois ou par ces potentates.
Et de ce fait, toutes les rivalités locales, le brigandage, les seigneurs de guerre, des chevaliers du Moyen-Âge qui n'arrêtaient pas de se combattre les uns les autres, a été remplacé par la justice royale, qui avait autorité sur tout ça. The second explanation was that during this transition, there was also a growing infrastructure of commerce. There was money and contracts that could be recognized in the new countries, and technological advances in transportation and timekeeping, better carts, better roads. Et donc, ça s'est accompagné également d'une infrastructure liée à l'expansion du commerce avec l'argent, les contrats entre personnes, de meilleures manières de se transporter, de garder trace de tout ce qu'on faisait. As a result, zero-sum plunder, that is, theft where one person's loss is the other person's gain, was replaced by positive-sum trade where everyone wins. Et donc, le système de la somme zéro, comme on le dit, où il y a un vainqueur qui va prendre toutes les possessions et les richesses de quelqu'un et forcément un perdant, va être remplacé par une situation où finalement tout le monde y gagne et tout le monde y trouve son compte. Now, the third decline of violence can be appreciated by remembering how the early kings kept law and order within their borders. Donc, un autre aspect du déclin de la violence, c'est de se voir comment les rois de l'époque réussissaient à maintenir l'ordre. Et cette image est évocative. Such as breaking on the wheel, donc, de briser les membres des gens en les mettant sur la roue, burning at the stake, en les brûler vifs, clawing with iron hooks, donc les clouer et les transpercer avec différents instruments, sawing in half, donc les scier en deux comme vous pouvez le voir, and impalement. Et les empaler. But in a development called the Humanitarian Revolution, la Révolution humaniste, country after country abolished the use of judicial torture. Donc, à la suite de ce qu'on pourrait appeler la révolution humaniste, pays après pays ont finalement aboli l'usage légal de la torture. Including, here's France, here's the United States. In the United States, we're very proud that our Constitution outlaws cruel and unusual punishment. But the United States was right in the middle of this process. It was not the first. Donc, comme vous pouvez le voir, la France et les États-Unis sont venus à un moment donné, et bien que les États-Unis, notamment, nous soyons fiers du fait que, légalement, la Constitution garantit que les citoyens ne peuvent pas être torturés. Néanmoins, la France, comme les États-Unis, sont venus relativement tard dans ce processus de l'abolition de la torture. Also abolished during the Humanitarian Revolution was the use of the death penalty for non-lethal crimes. Et également, il y a eu un déclin dans la peine de mort appliquée à autre chose que des meurtres, c'est-à-dire des transgressions de la loi qui n'impliquent pas la mort de quelqu'un. In England, in the 18th century, there were 222 capital offenses, including poaching, counterfeiting, robbing a rabbit warren, being in the company of gypsies, and, quote, strong evidence of malice in a child 7 to 14 years of age. Donc, au XVIIIe siècle, en Angleterre, on pouvait être encore condamné à mort pour 222 motifs différents, incluant le fait de qu'est-ce que c'est le poaching? Hunting without... Le braconnage, de faire de la fausse monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est que de rabbit warren? A rabbit, des lapins. In a enclosure for rabbits, if you steal rabbits. Oh, donc de voler des lapins dans un élevage de lapins, ça méritait la peine de mort, et une preuve claire et forte de malveillance chez des enfants entre 7 et 14 ans pouvaient être punis de la peine de mort. By 1861, the number of capital crimes had been reduced to just 4. Et donc, par 1861, il n'y avait plus que 4 actes qui étaient passibles de la peine de mort.
Now, capital punishment itself, of course, has been abolished in country after country. Here we have a graph showing the number of countries that have abolished capital punishment. This line is when The Better Angels of Our Nature was published in the United States, so it shows that the trend has continued even since I wrote the book. Et donc on peut voir qu'en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort dans le monde, qu'un nombre sans cesse croissant de pays ont aboli la peine de mort. Et pour ceux qui douteraient de l'évolution depuis la publication de la part d'Ange en nous aux États-Unis en 2010 ou en 2009, on voit que cette évolution continue de manière favorable. If the trend continues, then by the year 2026, capital punishment will be abolished from the face of the earth. Et donc si cette tendance se poursuit avec la même sort of courbe, on peut penser que par 2026, la peine de mort aura été abolie dans tous les pays du monde. I know what you're thinking. What about the United States? We still have capital punishment. Even in the United States, the use of capital punishment has dramatically fallen. This shows the per capita rate of executions in the United States from 1625 to 2010. Donc vous allez dire, oui, bien sûr, mais il y a les États-Unis, mais même aux États-Unis où ça continue, on peut voir l'évolution depuis 1625 du nombre de peines capitales, enfin d'exécutions pour 100 000 habitants par année, et à quel point maintenant, en 2000, on est tombé à un chiffre extrêmement bas. And it continues. This is the number of American states that still execute people, and it has been going down. Even in the last 6 years, it has continued to be abolished in the United States. Et puisque la présence de la peine de mort peut varier d'un État à un autre au sein des États-Unis, on voit que même depuis donc la publication aux États-Unis du livre de Stephen, que cette tendance d'un plus grand nombre d'États qui abolissent la peine de mort a continué à s'accentuer. Donc le nombre d'États qui appliquent la peine de mort ne cesse de diminuer. Also abolished during the humanitarian revolution was witch hunts, religious persecution like burning heretics at the stake, dueling among men of honor, blood sports like bear baiting and cockfighting, debtors' prisons, and most famously of all, slavery. Donc il y a d'autres formes d'abolition qui se sont poursuivies durant la révolution humaniste, notamment la chasse aux sorcières, les persécutions religieuses, les duels qui se terminent par la mort, les sports sanguinaires comme de faire battre des ours ou des combats de coqs. What is debtors? So you put someone in jail if they don't pay back their debt. Oh, également de mettre les gens en prison s'ils ne paient pas leurs dettes. Et bien sûr, l'esclavage. Slavery used to be legal all over the world. No one seemed to think there was anything wrong with it. Athens, the first democracy, was a slave-holding society, and the Bible had no problem with slavery. Donc, à une certaine époque, dans le passé, l'esclavage ne semblait poser de problème moral à personne. Les Grecs fonctionnaient avec ce système d'esclavage. Dans la Bible, on parle de l'esclavage comme si c'était tout à fait normal. But starting in the beginning of the 18th century, a few countries started to abolish slavery. Then with the Enlightenment, the rate increased until by 1980, the last country on earth, Mauritania, abolished slavery. So we have been living for the last 37 years in a unique period of human history in which slavery has not been legal anywhere on earth. Et donc, par contre, au début du XVIIIe siècle, on a commencé à avoir une tendance pour l'abolition de l'esclavage qui n'a cessé de croître et de plus en plus de pays ont aboli officiellement l'esclavage. Et le dernier à le faire au moins officiellement, c'est donc la Mauritanie, il y a 37 ans. Donc ça fait vraiment seulement 37 ans qu'il n'y a plus aucun endroit au monde où l'esclavage est légal. What were the immediate causes of the humanitarian revolution? Donc, quelles ont été les causes immédiates de cette révolution humaniste? We don't really know, but one possibility is the rise of printing and literacy. Une des causes semble être liée à la découverte, l'expansion de l'imprimerie
et du fait de l'alphabétisation des citoyens. Here we see that in England in the 18th century there was a huge increase in the number of books that were published and in the percentage of people that could read those books. This is the literacy rate. Donc on voit depuis le XVIIIe siècle l'incroyable augmentation tout d'abord du nombre de livres qui étaient publiés, donc disponibles pour tout le monde, et également de l'alphabétisation, c'est-à-dire du nombre de personnes qui étaient capables de lire ces livres. Why should literacy matter? Well, there is another name for the humanitarian revolution. It's also called the Enlightenment, the period when knowledge began to replace superstition and ignorance. Et pourquoi est-ce que l'alphabétisation a une importance? Parce qu'il y a un autre nom à la révolution humaniste, c'est le siècle ou l'âge des Lumières. Et cet âge des Lumières est celui où la connaissance remplace la superstition et l'ignorance. It is at least plausible that a population that is literate and educated is less likely to believe, for example, that Jews poison the wells, that's why they're epidemics, that heretics go to hell, that crop failures are caused by witches, that children are possessed by the devil that has to be beaten out of them, that Africans are brutish and fit only for slavery. Donc, quel est le résultat de cette alphabétisation et de l'éducation? C'est que les populations qui savent lire il est beaucoup moins probable qu'elles vont croire le genre de choses qu'en gros, les Juifs empoisonnent les puits et causent des épidémies, que les hérétiques vont systématiquement aller en enfer, que s'il y a une mauvaise récolte cette année, c'est à cause des sorcières, que certains enfants sont possédés par le démon et doivent donc être battus en conséquence pour exorciser ces démons, qu'en général, les peuples d'Afrique sont beaucoup plus brutaux que les autres êtres humains. And that undermines many rationales for institutionalized violence. Et de ce fait, cela va miner les raisons pour des violences qui deviennent institutionnalisées dans certaines cultures. As Voltaire said, those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities. Donc Voltaire disait, ceux qui vous font croire dans des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. Also, literacy is a source of cosmopolitanism, the mixing of people and ideas. Donc le fait que les gens peuvent lire et écrire est une cause qui permet d'être beaucoup plus cosmopolite, parce que les personnes, les civilisations, les cultures peuvent maintenant se mélanger et communiquer. And it is possible that when people read more fiction and see more drama and more history and journalism, they start to get in other people's heads, to inhabit other people's minds, and that could expand their sense of empathy and decrease their taste for cruelty. And I have to add that these, of course, are themes that Mathieu very much has explained in his own writings. Et donc le fait de lire des romans, de lire des drames, de lire des témoignages, l'histoire, le journalisme, tout cela permet de nous transporter dans l'esprit d'autrui, de nous mettre à la place d'autrui, d'imaginer ce qu'autrui ressent. Et donc, le plus nous avons cette tendance à nous mettre à la place de l'autre, donc cette empathie affective et cognitive, le moins nous aurons tendance à être portés à la cruauté envers ces personnes. The fourth decline of violence has been called the long peace, la longue paix, and it contradicts the common cliché that the 20th century was the most violent in history. Donc il y a un autre point important pour le déclin de la violence qu'on appelle la longue paix, qui va à l'encontre du cliché que finalement le XXe siècle a été le siècle le plus violent dans toute notre histoire. This graph shows the proportion of years that the great powers fought wars against each other from 1500 to the present. Great powers are the few states and empires at any given time in history that control most of the military and that cause most of the wars. Et donc ici, on voit un graphique qui montre la proportion des années durant lesquelles
des grands pouvoirs, c'est-à-dire des pouvoirs majeurs qui dominaient le monde, ont été ou non en conflit les uns avec les autres entre 1950 et 2017. And as the graph shows, a few hundred years ago, the great powers were always at war. That's just what great powers did. They fought other great powers. But over the course of history, we see now that the great powers are virtually never at war. Et on voit que si l'on remonte au XVIe siècle, en gros, on peut dire que la plupart des grands pouvoirs de ce monde étaient constamment en état de guerre, du fait de leur puissance. Et on voit qu'au cours de cette diminution, maintenant, nous en sommes arrivés à un point où aucune des grandes puissances du monde est en guerre avec une autre. Now, this graph, though, shows the rate of death in war in the 20th century. There is one sense in which the 20th century was violent. It had two wars, the First World War and the Second World War, that were very short, but they killed a large number of people very quickly. On voit le graphique de ce 20e siècle, qui est supposé être le plus violent de toute notre histoire, mais on voit bien que, globalement, il y a eu deux périodes, bien sûr, les deux grandes guerres mondiales, où, dans une période très courte de temps, il y a eu un nombre considérable de morts. However, after World War II, many of us who grew up in the 50s and the 60s and the 70s were told it's just a matter of time before there will be World War III, which will be worse than World War I and World War II because it will be nuclear. But as the graph shows, that did not happen. The rate of death in war has stayed relatively close to the zero line compared to the two world wars. Et donc on nous a prévenu, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que finalement ces choses-là revenaient de façon assez cyclique et périodique. Et vous allez voir, la Troisième Guerre mondiale va arriver, elle sera encore plus meurtrière que les précédentes. Mais ceci dit, nous en sommes restés cette longue période où cela ne n'est pas produit et on est à un taux très bas de morts durant les guerres. This is the period that historians call the long peace. It's not my term. Donc ça, c'est un terme que les historiens utilisent, cette idée de la longue paix. The fact that since 1946, there has been a historically unprecedented decline in interstate war, that is, wars between one government and another government. Donc cela veut dire que depuis 1946, il y a eu un déclin des guerres entre États qui a été à son taux le plus bas dans l'histoire. On n'a aucun précédent d'une telle période de paix que celle que nous avons vécue depuis 1946. In fact, the most interesting statistic from this period is zero. Et il y a un certain nombre de zéros qui sont très intéressants parmi ces statistiques concernant cette période. There were zero wars between the two greatest powers of them all, the United States and the Soviet Union, contrary to predictions from all the experts that World War III between the US and USSR was inevitable. Donc, contrairement aux prédictions de tous les experts qui ont dit la Troisième Guerre mondiale, ça va être la guerre entre l'URSS et les États-Unis, il n'y a eu zéro guerre entre les deux grands blocs de puissance mondiale qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique. No nuclear weapon has been used in war since Nagasaki. That's 72 years and counting. Donc ça fait quand même 72 ans depuis Nagasaki que la bombe atomique n'a pas été utilisée à des fins guerrières. There have been no wars between any two great powers since the Korean War in 1953. Et donc il n'y a pas eu non plus une seule guerre entre des grandes puissances, et la dernière remontant en 1953 à la guerre de Corée. There have been no wars between any two Western European countries since 1946. In fact, I think in the United States, for at least for younger people, this is just obvious. It's not worth mentioning. Like, who would ever think that France and Germany would ever go to war? Needless to say, this is a historically unusual state of affairs.
Et donc, même en Europe occidentale, depuis 1945, il n'y a eu aucune guerre en Europe occidentale, par exemple entre la France et l'Allemagne. Et aux États-Unis, parmi la jeunesse, on pense que c'est inconcevable qu'il y ait une telle guerre. Ceci dit, ce n'était pas le cas précédent, dans le passé. Before 1945, in Western Europe alone, there were 2 new wars a year for 600 years. After 1945, that went to 0. Et donc, jusqu'avant 1945, et pendant les 600 années qui ont précédé, il y avait en gros 2 nouvelles guerres par an. Et ce taux est tombé à 0 depuis 1946 pour l'Europe occidentale. There have been 0 wars between developed countries. The 45 countries in the world with the highest GDP per capita, gross domestic product per capita, have not fought a war since 1945. Et donc depuis 1945, il n'y a aucune guerre entre les pays les plus développés, celui qui ont le plus haut niveau de produit national brut. Now, we have to be reminded why this is an unusual state of affairs. We're used to, today, we are accustomed to thinking that wars take place in poor countries, in backward parts of the world. But for most of human history, it was the rich countries that were constantly at war with each other. And because they were rich, they could afford big armies that could do a lot of damage. Et on a tendance à penser aujourd'hui, oui, mais c'est surtout dans les pays pauvres qu'il y a des conflits, qu'il y a des guerres. Mais si on regarde l'histoire du passé, ce n'était pas ça du tout. C'était les pays riches qui entraient en guerre les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'en raison de leur puissance et de leur richesse, ils avaient la capacité de lever de puissantes armées, de les financer. Et donc c'était eux qui entraient en guerre les uns avec les autres. This brings us to the 5th decline of violence, namely what's happening in the rest of the world. I've talked about the West, I've talked about wealthy countries, I've talked about great powers. What about everywhere else in the world? Et donc on a parlé donc, de l'Europe occidentale, des grandes puissances, des pays développés, des pays riches. Mais donc, qu'en est-il, et c'est le 5e volet de ce déclin de la violence, qu'en est-il du reste du monde? Well, in the 5th decline of violence, which I've called the new peace, la nouvelle paix, the long peace is starting to spread to other parts of the world. Et ce que j'appelle maintenant la paix nouvelle, la nouvelle paix, c'est que ce déclin des conflits qu'on a observés dans les pays, les grandes puissances, est maintenant en train de se propager vers les pays les plus pauvres et le reste du monde. Last year, when the government of Colombia signed a peace agreement with the FARC guerrillas, it put an end to the last war in the Western Hemisphere, the last remnant of the Cold War, with the result now that 5/6 of the world's surface is free of war. Et donc, lorsque l'an dernier, la Colombie a finalement fait un traité de paix avec les rebelles du FARC, c'était la dernière guerre dans les pays occidentaux, c'était le dernier reste de la guerre froide. Et maintenant, ça veut dire que les 5/6e des pays au monde ne connaissent plus la guerre. So here we have the rate of death from all wars all over the world from 1945. And as you can see, it's something of a roller coaster. It's not a perfectly steady decline. There are peaks for the Korean War, the Vietnam War, the war between Iran and Iraq, but overall the trend has been downward. Here we see a rise for the Syrian civil war, and even that is beginning to come down. And this is when Better Angels of Our Nature was published in 2011, so there was an increase after the book came out, but still much lower than the levels in earlier decades. Donc si l'on regarde maintenant le nombre de personnes qui sont mortes sur le front lors de guerres, l'on voit que, bon certes c'est un petit peu des hauts et des bas, mais si on commence avec donc les guerres mondiales, et puis la guerre de Corée dans les années 70, la guerre du Vietnam, et puis il y a de nouveau maintenant une augmentation avec la guerre en Syrie, mais on voit bien que, donc là la flèche c'est quand la part d'ange en nous a été publiée, on voit malgré tout que la tendance globale est quand même clairement à la diminution du nombre de personnes qui meurent à la guerre. What were the immediate causes of the long peace and the new peace?
Well, in more than 200 years ago, Immanuel Kant laid out 3 hypotheses in his essay, Perpetual Peace. Et donc, quelles sont les causes immédiates qui ont permis à la fois la longue paix depuis 1946 et cette nouvelle paix dans le reste du monde? Emmanuel Kant, dans son œuvre, alors je ne sais pas le titre en français, La paix perpétuelle, publiée en 1795, a émis 3 hypothèses pour ces causes. Democracy, international trade, and an international community. And in a recent study, 2 political scientists have shown that all 3 of these factors increased toward the end of the 20th century, and all 3 of them are statistically predictive of peace. Donc l'intuition d'Emmanuel Kant, c'est qu'il y avait 3 facteurs, donc l'établissement de la démocratie, le commerce entre nations et l'établissement d'une communauté internationale. Alors, cette intuition s'est révélée correcte puisque une étude faite par Bruce Russell et John O'Neill a montré qu'effectivement, ces 3 facteurs essentiels ont augmenté dans la deuxième partie du XXe siècle et que ces 3 facteurs sont toutes statistiquement des prédicteurs valables statistiquement pour prédire l'état de paix de différents pays. The final decline of violence that I discuss in the book, I call the rights revolutions, les révolutions des droits. Donc, la 6e cause de la déclin de la violence est due à la révolution des droits. And these targeted violence against particular groups of people, such as racial minorities, like African Americans. Et donc, c'est lié à des violences qui sont dues entre différents groupes ethniques, par exemple les violences raciales à l'encontre des Noirs américains. Violence against women. La violence à l'encontre des femmes. By the way, this is a picture of a real ad in an American magazine for coffee in the 1950s, and the caption is, this is what the husband will do to the wife if she serves the wrong brand of coffee. C'était à ce point dans les mœurs que c'était une publicité pour le café. Et la publicité, c'est voilà ce qui va arriver à votre femme si elle ne fait pas un bon café au mari. Violence against children. La violence à l'égard des enfants. And violence against animals. Et la violence à l'égard des animaux. The first of the rights revolutions was the civil rights revolution. Donc la première de ces révolutions, c'est la révolution des droits civils, des droits civiques. For example, in the United States, it brought an end to the practice of lynching. That is, when a gang of people would find an African American and publicly submit him to torture and then execution. C'est marqué par la fin notamment des lynchages qui consistaient presque toujours à lyncher un Afro-Américain publiquement, à le torturer et à le mettre à mort en public. So this graph shows that in the end of the 19th century, there were 3 of these incidents every week, 150 a year. By the 1950s, it was brought down to 0. Et donc on voit que dans les années 1880-90, il y avait 3 lynchages aux États-Unis par semaine, et que maintenant, en 1960, c'est quasiment arrivé à 0. In the United States, the FBI counts hate crimes. These are, most of them are not lethal. They don't result in a death, but they involve vandalism or assaults or intimidation. And this graph shows that all the varieties of hate crimes have been in decline just since the 1990s. Crimes against African Americans, against blacks, against Jews, against whites, against Asians. There was a slight increase in attacks against Muslims after 9/11. Donc si l'on voit le taux de crimes qui sont motivés par la haine, et généralement c'est la haine à l'égard d'un groupe particulier, et on voit à quel point ces crimes, qui ne sont pas forcément se traduisent par la mort, mais sont des actes de violence extrême, eh bien, vont en constante diminution. On voit quand même le plus élevé, ça reste les crimes haineux contre les Noirs,
mais qui vont en diminution. Et on voit également ceux qui sont contre les Blancs, contre les Asiatiques, contre les Juifs. Et il y a une petite augmentation de ce crime haineux à l'égard des musulmans à la suite du 11 septembre. The women's rights revolution has brought a sharp reduction in the rate of rape, a fact that very few people are aware of. In the United States, the rate of rape decreased by 80% in less than 40 years. Et donc le fait, l'accent qui a été mis sur le respect et les droits des femmes s'est traduit par une diminution considérable de l'incidence des viols dans la société. Et on voit à quel point ça a diminué jusqu'à un quart du taux qui existait en 1975 en 2010. That decline has continued. Here we have the year that my book was published, 2011, and the rate of rape continues to go down, also decreasing as the rate of what's called intimate personal violence, that is when a husband or boyfriend attacks a wife or a girlfriend. Et donc on voit que même après la publication de mon livre, ce taux de violence a continué à diminuer. Tout d'abord le taux des viols ainsi que des violences sexuelles, mais aussi les violences qui se produisent entre deux personnes qui sont intimes, qui sont partenaires, des compagnons. Et cette violence donc, domestique entre personnes extrêmement proches également n'a cessé et continue de diminuer. The children's rights revolution has brought a reduction in the use of corporal punishment in schools, that is, beating a child to punish the child. It is illegal in most European countries, but as with many kinds of violence, the United States is something of a backwards country. But even in the United States, the number of states that allow teachers to strap or paddle their children has been in decline. Et on voit également que la violence à l'égard des enfants, notamment les punitions corporelles, qui sont maintenant illégales dans les pays européens, mais qui vont continuer à être légales aux États-Unis, ça implique pas seulement les parents, mais les éducateurs qui vont taper avec des règles ou avec des ceintures sur les enfants, a diminué de moitié donc entre 1955 et 2005. In every country, public opinion polls that ask people, is it okay for parents to spank their children, has shown declines. Sweden, New Zealand, United States. Et si l'on voit également, lorsqu'on fait un sondage d'opinion au sein de la population, est-ce qu'il est acceptable de donner des fessées à vos enfants? Et on voit que le nombre de personnes qui considèrent que c'est une pratique acceptable n'a cessé de diminuer. And rates of child abuse, of parents who severely beat their children or who abuse them sexually, have both been in decline. Et on voit également que les abus de différentes sortes à l'égard des enfants, souvent par les membres de la famille, aussi bien les violences physiques à l'égard des enfants que les abus sexuels à l'égard des enfants, également est en voie de diminution. Finally, the animal rights revolution has brought a decline in hunting. Again, this is the United States, but I think it's even more true in Europe. Et donc également la révolution qui vise à accorder des droits aux animaux, ce changement de culture a fait qu'on voit bien qu'une diminution, notamment du pourcentage de personnes qui sont des chasseurs, même aux États-Unis a diminué, c'est également le cas en Europe. And there's been an increase in vegetarianism. Here are estimates from the United Kingdom. Here are estimates from the United States. I'm sorry, I don't have estimates from France. Et donc on voit également l'augmentation de ceux qui choisissent, pour des raisons éthiques et pour éviter la violence à l'égard des animaux, de devenir végétariens. On voit en Angleterre, ça a atteint presque 8%. Aux États-Unis, c'est en augmentation, même si c'est plus faible. Je ne parle pas les statistiques pour la France, mais voilà. Okay, so why has violence declined? Donc maintenant la question, c'est pourquoi est-ce que la violence a ainsi décliné sur beaucoup d'aspects? One possibility is that human nature itself has changed, and that somehow people have just lost any inclination, any desire to commit violence. Donc une explication, ça pourrait être que la nature humaine a changé et que simplement nous sommes moins enclins à nous comporter
de manière violente. For many reasons that I discuss in the book, but I won't have time to mention right now, I think this is unlikely. Pour toutes sortes de raisons que j'explique en détail dans le livre, mais je n'ai pas le temps maintenant d'aller dans ces détails, cela semble assez peu probable. A more likely possibility is that the human brain is extraordinarily complex. Donc ce qu'on sait, c'est que le cerveau humain est bien sûr extraordinairement complexe. And that human nature has always included brain systems that produce violence and brain systems that counteract violence, what Abraham Lincoln called the better angels of our nature. Et donc ce qui est quasiment certain, c'est que ce cerveau si complexe a des réseaux qui favorisent la violence et qui produisent des comportements violents. Et il y a d'autres systèmes et réseaux neuronaux dans le cerveau qui vont antagoniser cette tendance à la violence. Et ça, c'est ce que Abraham Lincoln appelait la part d'ange en nous. And that what has changed over history is that circumstances have increasingly favored our better angels. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les circonstances, la situation, a favorisé cette part d'ange en nous. Now, I mentioned brain systems, plural, for violence, because I don't think there is one thing called violence. Et donc, j'ai parlé de systèmes ou de réseaux au sein du cerveau, car il n'y a pas un seul centre ou une aire particulière qui est liée à la violence. Just as an example, those of you who have a pet cat know that when a cat is about to inflict violence on a mouse or on an insect, the behavior is the cat slowly and quietly stalks his prey. Donc, par exemple, le fait que ni la violence ni la non-violence ne viennent d'une simple motivation dans le cerveau. Par exemple, on observe un chat qui est en train d'essayer de s'approcher d'une proie. Il va le faire très silencieusement, en douceur, en catimini. But when a male cat faces another male cat, then he'll stand up, his fur will be erect, and he'll hiss and yowl and make a lot of noise. Very different kind of violence. Donc, ce premier type de violence vis-à-vis d'une souris n'a pas du tout le même aspect et les mêmes manifestations que deux chats mâles qui sont en confrontation et qui, au contraire, se font extrêmement visibles, extrêmement menaçants. Et on voit que les systèmes cérébraux vont être totalement différents dans les deux cas. And for humans, it's even more complex. Et c'est encore plus complexe pour les êtres humains. There are at least 4 different kinds of violence in humans. There is rage. Donc il y a au moins 4 types de violence qu'on peut identifier par différents réseaux neuronaux. L'un, c'est la rage. Oui. There's dominance, the desire to climb the pecking order and become the alpha. La violence qui est due au fait qu'on veut dominer les autres et qu'on veut devenir le alpha male, comme on dit en français. There is simple exploitation, the use of violence to attain a goal that just happens to cause damage on someone that is in the way. Et donc il y a aussi l'exploitation des autres, donc de se dire qu'en exerçant de la violence vis-à-vis des autres, on pourra les exploiter pour arriver à nos fins. There is revenge, the idea that violence is not just permitted, but it is mandatory to punish someone who has committed a sin. Également l'idée de la violence, de la vengeance, qui est l'idée que nous sommes pratiquement, c'est un devoir de se venger d'une violence qui a été commise à notre égard ou à celle de ceux qui nous sont chers. I should add that another category of violence is ideological violence, when you have a belief system that says that it is necessary to harm people to bring about a perfect world, a utopia. Et l'autre, c'est une autre forme encore, c'est la violence idéologique, à savoir qu'il est nécessaire, pour arriver à un monde meilleur, d'exercer la violence vis-à-vis d'un peuple, d'une ethnie, d'une religion particulière.
There are also multiple brain systems that inhibit us from violence, and Mathieu has written about them in much greater detail than I have. Donc il y a un nombre également de réseaux, de circuits cérébraux, de neuronaux, d'aires du cerveau qui sont liés à la non-violence, et j'ai eu l'occasion d'écrire un petit peu à ce sujet. Such as self-control, the ability to inhibit your impulses before they actually result in violent behavior. Donc c'est la maîtrise de soi, c'est la faculté de maîtriser l'impulsion d'exercer la violence sur les autres avant que l'on passe à l'acte. There's empathy, the ability to feel what other people are feeling. Donc l'empathie, qui est la résonance affective qui nous permet de ressentir ce que l'autre ressent. There are moral norms and taboos. People just know there are certain things that you don't do, you don't even let yourself think about them. Il y a des normes morales et des tabous, à savoir qu'il y a des gens que les choses savent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas acceptable. And then there's reason, cognition, problem solving, where we set up violence as a problem that we try to solve. Et donc il y a l'usage de la raison, d'utiliser nos facultés cognitives pour considérer la violence comme un problème que la raison peut permettre de résoudre. So the final question is, okay, what changed in history that brought out our better angels and that stayed our hand before they could commit acts of violence? How? Mais on peut se demander donc quels sont les faits ou les évolutions dans l'histoire qui ont permis le fait de faire venir davantage en prééminence la part d'ange en nous et d'exercer cette part d'ange avant de passer à l'acte à la violence, comme on le voit ici. The first hypothesis is that Thomas Hobbes got it right when he invoked a Leviathan. Donc, la première hypothèse, c'était celle de Thomas Hobbes, à savoir le Léviathan, c'est-à-dire la force de l'État constitué, l'autorité de l'État. A state and a justice system with a monopoly on violence can neutralize the incentive for exploitative attack by punishing aggressors and canceling out their gain. Donc, un État qui dispose d'un système judiciaire, ce système a le monopole de l'exercice de la violence, peut effectivement neutraliser toute tentation d'exploiter les autres par la violence. Now, that can reduce violence in a second way, because not only does the Leviathan punish you if you commit aggression, but you know that the Leviathan will punish your neighbors if they commit aggression, and so you don't have to engage in a preemptive attack. You don't have to have a reputation to be so tough and violent to prevent other people from attacking you, and you don't have to commit revenge because you have the state committing revenge for you. Et donc, quand il y a un état de loi, la justice, cela a différents effets, notamment ça réduit le besoin, si on se méfie par exemple que le voisin va nous attaquer, d'aller les attaquer les premiers pour éviter d'être attaqué soi-même. Donc une forme de violence préventive. Ça va également diminuer le fait que l'on doit se montrer comme quelqu'un qui ne tolère aucune agression, aucune transgression, et montrer qu'on est prêt à tout, y compris la violence, au cas où quelqu'un songerait à vous attaquer. Donc à mesure où c'est l'État qui maintenant protège les citoyens, il n'y a plus besoin de cela. Et il n'y a pas besoin non plus d'exercer soi-même la vengeance, puisque l'État, au travers des lois et des châtiments prévus par la loi, exerce de façon légale ce qu'on appelle la vengeance. The second historical development that brings out our better angels is gentle commerce, doux commerce. Donc, la deuxième cause, c'est ce qu'on appelle le doux commerce, dont parlaient Montesquieu, Adam Smith et Kant. As I mentioned before, plunder is zero-sum. The gain by the aggressor is a loss to the victim, but trade is positive-sum, where both sides can win. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, le pillage, c'est vraiment une condition dans laquelle il y a quelqu'un qui perd ou qui perd tout, et un autre qui gagne parce qu'il a pillé son voisin.
Tandis que le commerce, c'est quelque chose où il y a des bienfaits mutuels et donc où tout le monde a y gagné. So as technology improves and it allows goods and ideas to be traded over longer distances among larger groups of people and at lower cost, donc cette situation gagnant-gagnant est de plus en plus, va être de plus en plus présente à mesure qu'on augmente ou on améliore les technologies qui permettent d'échanger non seulement des produits, mais aussi des idées, et de le faire sur de beaucoup plus grandes distances, et de toucher un nombre beaucoup plus grand de personnes, et ce, à un coût nettement inférieur par rapport à ce qui était précédemment. it becomes cheaper to buy things than to steal them, and other people become more valuable alive than dead. You don't kill your customers. Et donc, ça devient finalement meilleur marché d'acheter des objets que de les voler. Et puis finalement, les autres deviennent beaucoup plus précieux lorsqu'ils sont vivants, notamment si vous leur vendez quelque chose, que s'ils sont morts. The third historical force that brings out our better angels has been called the expanding circle by Peter Singer. Et un autre concept qui a été promulgué par Darwin et Peter Singer, c'est d'étendre le cercle de la bienveillance. That we know that humans are equipped by evolution with a sense of empathy. But unfortunately, by default, we apply it to our friends, we apply it to our family, and we apply it to cute little baby animals. Donc, en gros, nous savons que l'évolution nous a équipés par ce sens de l'empathie, c'est-à-dire de prendre soin de l'autre, mais la façon dont nous l'exerçons, c'est principalement par ceux qui sont proches, c'est-à-dire nos parents, nos amis, notre famille, et à la rigueur des petits animaux mignons en bas âge. But over history, the circle has expanded from the village to the clan, to the tribe, to the nation, to other races, to both sexes, to children, and perhaps in the future to other species. Mais au cours de l'histoire, ce cercle de la bienveillance n'a cessé de s'étendre, tout d'abord du village, ensuite du clan, ensuite des tribus, ensuite de la nation, ensuite des autres races, ensuite des deux sexes, des enfants, et nous en venons maintenant où l'on peut considérer étendre ce cercle aux autres espèces animales. But this just raises the question, what expanded the circle? Donc, quelles sont les causes de cette expansion du cercle de la bienveillance? And the processes of increased cosmopolitanism seem to be a plausible answer. As we travel, as we consume more history, as we consume more literature and drama, as we consume more journalism. And there are experiments that show that when people adopt the perspective of someone else, whether the person is real or a character in fiction, they become more sympathetic toward that person and toward the entire category of people, what's called the empathy altruism hypothesis, which Mathieu has written about. Et donc, il y a plusieurs raisons à cela. L'un, c'est que nous sommes beaucoup plus cosmopolites, c'est-à-dire que nous avons voyagé, nous connaissons mieux l'histoire de notre propre culture et de celle d'autrui. Nous lisons beaucoup plus de littérature, de romans, de pièces de théâtre. Le journalisme, en général, nous fait beaucoup plus facilement nous mettre dans la peau des autres, dans leur position. Et donc, nous sommes également beaucoup plus capables d'adopter le point de vue, soit d'une personne réelle, soit d'une personne fictive, dans un roman, par exemple. Et des psychologues comme Daniel Batson ont montré que si on peut induire cette faculté de se mettre dans la peau de l'autre, va naturellement, ce qu'il appelle la considération empathique, va naturellement se traduire par un comportement plus altruiste. Finally, there's the escalator of reason. When we see a growth of literacy, education, and public discourse and debate, the entire species has the ability to think more abstractly and more universally. Donc il y a une quatrième, c'est que cet escalateur, il y a un mot français pour l'escalateur ou c'est le même, non? C'est un escalateur, quoi.
L'ascenseur. Donc de la L'ascenseur. raison, c'est-à-dire que peu à peu, au travers de l'alphabétisation, de l'éducation, du discours public, les gens sont capables de penser de façon plus abstraite et de façon plus universelle. We rise above our parochial vantage point. Donc maintenant, on est capable de transcender, simplement voir toutes les choses de notre point de vue qui est par nature limité. That makes it harder to privilege one's own interests just because I'm me and you're not. Donc si on est capable de sortir de cela, ça rend beaucoup plus difficile pour nous de systématiquement privilégier nos intérêts par rapport à ceux des autres. It allows us to recognize the futility of cycles of violence and to see violence as a problem to be solved rather than as a contest to be won. Donc également, ça nous permet de reconnaître à quel point ces cycles de violence qui ne cessent de répéter sont vains, et ça nous permet de montrer que la violence est un problème que l'on peut résoudre plutôt qu'une compétition ou un conflit que nous allons essayer de gagner, d'être le vainqueur. Well, regardless of what the best explanation of the decline of violence turns out to be, I think it has many implications that are profound. Donc maintenant, si on considère ce déclin de la violence et quelles sont les implications qui viennent de ce déclin de la violence et comment les utiliser, la compréhension de ces implications. For one thing, it calls for a reorientation of our efforts towards violence reduction from just moralizing to taking a more empirical mindset. That is, instead of just asking, why is there war, we can ask, why is there peace? Donc ça consiste à réorienter nos efforts en ce qui concerne la diminution de la violence, en faisant une transition d'un point de vue moralisateur à un point de vue qui est basé sur des connaissances empiriques. Et par exemple, au lieu de se demander pourquoi le phénomène de guerre existe-t-il, on peut se demander pourquoi les gens en arrivent à la paix. Not just what are we doing wrong, but also what are we doing right? Because we have been doing something right, and I think it's very important to try to figure out what it is. Donc, ce n'est pas seulement se demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous faisons de travers, mais aussi de nous demander mais qu'est-ce que nous avons fait qui est juste et correct et adapté, puisqu'il y a effectivement une diminution de la violence. Donc, quels sont les facteurs que nous avons reconnus et qui ont été ces causes? It also, I think, calls for a reassessment of modernity, of the process that has eroded family, tribe, tradition, and religion in favor of individual rights, cosmopolitanism, reason, and science. Ça implique également de revisiter ce concept de modernité, à savoir l'érosion graduelle de la notion de famille, de tribu, de tradition, de religion, et par contre l'essor de la notion des droits individuels, du fait que nous sommes beaucoup plus cosmopolites, de la raison, de la science. Now, everyone acknowledges that modernity has brought us longer and healthier lives, less ignorance and superstition, richer experiences. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, nous vivons plus longtemps, en meilleure santé, nous sommes moins ignorants, la superstition est moins prévalente et nous avons une palette d'expériences qui est beaucoup plus riche. But some people question the price. Is it worth it if we have to live in the shadow of terrorism, genocide, world wars, and nuclear weapons? Mais on se demande oui, mais est-ce que le coût n'est pas trop élevé, puisque nous avons en même temps l'apparition du terrorisme, de nombreux génocides, les guerres mondiales, l'apparition d'armes nucléaires. But if, despite impressions from the news, the long-term trend, though halting and incomplete, is that violence of all kinds is decreasing, mais si le fait est qu'en dépit de toutes les impressions que nous avons, principalement au travers des médias, que la tendance à long terme, bien qu'elle soit incomplète et qu'il y ait des soubresauts en quelque sorte, qu'en gros, la violence sous tous ses aspects va décroissant.
I think that calls for a rehabilitation of the ideals of modernity and progress. Donc on peut réhabiliter cette notion qui a parfois été décriée de modernité, de progrès. And it's cause for gratitude for the institutions of civilization and enlightenment that make it possible. Et ça doit être une cause pour nous faire éprouver de la gratitude pour les institutions de la civilisation et de l'époque des Lumières. Merci. Thank you. Merci. Thank you so much. Wonderful. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour cet exposé réjouissant concernant la violence physique. Je me demandais si vous aviez pu faire un parallèle dans votre étude entre la violence de la famine dans le monde du pouvoir de l'argent, entre autres choses, et puis aussi si vous aviez pu constater, remarquer aussi un décroissement de la violence psychologique que nous connaissons aujourd'hui avec ce dont vous avez parlé, la domination, la manipulation ou l'utilisation de quelqu'un, l'exploitation de quelqu'un. C'est un peu deux questions en une, excusez-moi. La première partie de la question. C'était, avez-vous fait un rapprochement entre la violence aujourd'hui de la misère et du pouvoir de l'argent, avec ce magnifique exposé que vous nous avez fait et dont je vous remercie encore. Well, I'm glad you asked that question because that is the topic of my next book. Je suis content que vous posiez cette question parce que c'est précisément le sujet de mon prochain ouvrage. That in fact, world hunger is declining. The poverty is declining. The rate of extreme poverty, that is, not having enough income to feed yourself and your family, has declined from 90% of the world in 200 years ago to 10% now. And the United Nations Sustainable Development Goals calls for extreme poverty to be eliminated by the year 2030. That may be optimistic, but it is not utopian. It's possible. And in my next book, I talk about other forms of human well-being, almost all of which have been increasing as well. Donc c'est certain qu'il y a toutes sortes de défis à notre époque, et ce dont vous avez parlé, mais si l'on prend par exemple l'exemple de la pauvreté ou de la misère, c'est-à-dire de l'extrême pauvreté, en général, grâce aux différents buts du plan du millénium, par exemple, elle n'a cessé de diminuer. Et si l'on voit l'extrême pauvreté, 90% de l'humanité il y a 200 ans vivait dans un état d'extrême pauvreté. Aujourd'hui, c'est 10%. C'est déjà encore trop, mais on peut penser que si tout va bien, 2030. D'ici 2030, il est possible, selon la tendance qui est celle qui prévaut aujourd'hui, qu'il n'y ait plus personne sous le niveau de l'extrême pauvreté sur la planète. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même énormément de choses qui sont liées aussi au bien-être et tous les indices montrent des améliorations globalement dans le monde. Une autre question? Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. D'abord, deux petites questions sur la violence vis-à-vis des animaux. Tout d'abord, est-ce que vous prenez en compte la différence entre l'attitude et le comportement? C'est-à-dire qu'on peut très bien être révolté contre la violence faite aux animaux, mais continuer, par exemple, à vouloir consommer des produits animaux. Et deuxièmement, qu'en est-il de cette violence qui est majoritairement cachée et qui se passe la plupart du temps dans des lieux qui sont clos et qui deviennent de plus en plus intensifs en dépit du rejet de la population vis-à-vis de ces élevages. Donc ça, c'était concernant l'élevage et la violence aux animaux. Et concernant le dérèglement climatique, comment est-ce que vous analysez, quelle est votre perspective du dérèglement climatique et de toutes les violences qui sont annoncées en lien avec le dérèglement climatique, notamment les menaces de conflit et celles qui sont liées aux migrations?
Yes. Certainly our attitude toward animals makes the animal rights revolution one of the most difficult because people like meat. I mean, we evolved to like meat. I think that in some ways, the animal rights revolution is one of the most interesting because the animals themselves could not struggle for their own rights. The only reason that we recognize the rights of animals is compassion and reason. Not that the animals go on strike, not that the animals declare war on us. It is pure empathy. It means that empathy it's hard to get that to go far enough to safeguard the rights of animals, but I consider it encouraging that we are making progress. The other question on climate change. Climate change. Oh. Oui. Donc pour la première question, c'est vrai que c'est un défi. Il y a quand même une tendance, une amélioration considérable de la prise de conscience, mais effectivement, quand ça en vient à l'application, le fait est que la plupart des gens ont des difficultés de cesser d'infliger des violences inutiles aux animaux, aux autres espèces, parce qu'ils aiment en gros le goût de la viande, et c'est effectivement le motif principal pour continuer à manger de la viande. Ceci dit, malgré tout, c'est quand même un mouvement qui est particulièrement intéressant parmi les autres mouvements, soi-disant des droits, puisque dans ce cas-là, ce n'est pas les populations opprimées, les droits civiques des Afro-Américains ou des femmes qui vont pouvoir manifester dans la rue, protester, aller faire des pétitions, etc. Les animaux ne sont pas capables de se mobiliser en grand nombre, descendre dans la rue et manifester contre les abattoirs ou autre chose. Donc là, ça montre un degré de civilisation supplémentaire puisque c'est nous-mêmes qui devons commencer à prendre en compte les droits des animaux pour eux-mêmes, à leur place, si vous voulez. Et donc c'est un défi, mais en même temps quelque chose de très intéressant dans cette étape supplémentaire de civilisation qui commence malgré tout à se produire. It's even possible that we will both indulge our taste for meat without harming animals if synthetically grown meat from plant protein becomes possible. And I have tried the fake beef recently introduced. It's not bad. So it's quite possible that that will be the next step. Et puisque nous avons ces papilles gustatives qui nous poussent à aimer le goût de la viande, si l'on a réussi à faire des viandes synthétiques qui ont le même goût, la même texture à partir de protéines végétales, eh bien, ça pourrait être une solution ingénieuse. Et Steven dit qu'il a lui-même essayé et que c'est effectivement à peu près le même goût. Donc, ce genre d'évolution pourrait être combiné en quelque sorte nos intérêts gastronomiques avec les intérêts plus essentiels des animaux. Now, I agree that climate change is the most severe problem facing our species. Because the world has never faced a problem like that, we don't know the answer to your question as to whether it would result in increased violence. It would certainly result in increased misery, and that itself is a reason to prevent climate change from happening. But it is not guaranteed that it would lead to violence. Because people can, it probably could lead to local, small skirmishes, battles, fights. But to have a war, you really need an organized force deciding to fight a war. And there's very poor correlation between stress on the environment, stress on resources, and subsequent wars. People think that wars are fought over resources. Most wars are not fought over resources. Just to give one example, in the United States in the 1930s, there was the Dust Bowl. There was severe environmental stress. There were droughts, there was crop failures, there was mass migration, but there was no war. The United States did have a war, the Civil War, a horrible war, but it was not over resources. So it's possible that climate change would not result in war, although it would result in so many awful things that we must deal with it. Donc il est certain que la question des changements climatiques est un défi majeur, et sans doute le défi majeur du XXIe siècle.
Et il est quasiment certain qu'à l'allure où nous allons, cela va se traduire par une intensification des souffrances des peuples et de tous les êtres qui peuplent la planète. Ça, c'est sans doute le plus grand défi de notre époque. Et donc, puisque c'est aussi quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire humaine, on n'est pas à même d'évaluer la gravité des conséquences de ce qui nous attend, mais c'est certainement quelque chose d'éminemment préoccupant. Alors, sans doute, et presque certainement, si ce réchauffement climatique va se traduire par des migrations et des conflits locaux entre populations qui sortent d'un pays pour aller à un autre, et il y aura sans doute une certaine forme de violence associée à cela, mais il semble peu probable que ça se traduise par des guerres. Parce que les guerres sont généralement faites par des groupes, des entités beaucoup plus vastes, qui sont organisées, qui sont financées, qui disposent d'une armée. Et donc, ce n'est pas ce que semble devoir provoquer, à première vue, le réchauffement climatique. Et d'autre part, si l'on voit les causes de bien des conflits, c'est peu fréquent que la raréfaction des ressources se traduise par des guerres. On voit par exemple aux États-Unis, dans les années 30, il y a eu une intense période de sécheresse qui a impliqué des déplacements de population, de grandes souffrances et difficultés, mais ça ne s'est pas traduit par une guerre. En revanche, la guerre civile américaine a été extrêmement meurtrière et brutale, mais elle a été provoquée par d'autres raisons que des facteurs environnementaux. Donc, il n'est pas certain que les changements climatiques et toutes les difficultés environnementales auxquelles nous devons faire face se traduisent par des guerres au sens où nous l'entendons habituellement. I'm going to make it easy for you because I'm Canadian, so I can speak to you both in French and English. I just have a question. Can the exposure, I'm doing some research on empathy enhancement. My question is kind of tricky, but can the exposure to past events, like if we had a book of the history of violence, could it enhance empathy in someone? Just like, I don't know if you remember the movie The Fifth Element. At the end of the movie, she sees a whole series of scenes from the past of our history as humankind. Does it enhance empathy to be exposed? I mean, in essence, have we learned from our past mistakes in violence? Est-ce qu'on a appris nos erreurs? Est-ce qu'on arrive, en regardant, en faisant un travelling arrière sur toutes nos expériences de violence, est-ce que ça peut éveiller en cette étape de l'humanité aujourd'hui, en l'humanité d'aujourd'hui, est-ce que ça peut éveiller plus d'empathie? L'exposition aux choses du passé. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... It's a very good question. I personally think that becoming aware of the violence in the past does expand one's sense of empathy. One realizes just how horrible human behavior can be at its worst. But at the same time, you recognize that this is not a permanent human condition, that there was tremendous suffering in the past that we can prevent. For me, it makes me all the more committed to try to make sure that what happened in the past never happens again. And with the confidence that it's not a dream, it's not utopian, it's not idealistic, it's not romantic, it's practical, it can happen. Je pense que le fait de prendre conscience, notamment en lisant des descriptions, en voyant des images comme nous en avons vu, du degré de violence qui prévalait dans le passé, et le fait de vraiment regarder ça avec l'œil de l'empathie, c'est-à-dire, encore une fois, soit une résonance affective, soit une perspective cognitive, de se mettre à la place de l'autre, de s'imaginer, tout cela élicite une sorte davantage de considération pour autrui. Donc c'est quand l'empathie a des résultats qui vont vers l'altruisme, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, sans doute que le fait de prendre la mesure, en le ressentant en nous, de ce que représentaient ces violences extrêmes, peut nous dire, mais comment faire en sorte que ce genre de choses ne se produisent plus? Quelles sont les causes? Quels sont les remèdes? Et donc, certainement que cette empathie rétrospective peut aider à aller plus avant dans la réduction de la violence.
Si je peux me permettre d'ajouter un tout petit mot, c'est que il faut... Il y a aussi un autre risque qu'on voit par exemple dans les causes animales, c'est qu'on soit submergé par une détresse empathique. Moi, il m'est arrivé, en présentant le plaidoyer pour les animaux, de demander à l'audience, nous l'avons fait avec notre ami au Grand Rex, je vais montrer des images qui peuvent vous troubler, qui sont dures. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je les montre ou pas? Ou est-ce que ça va faire un effet? Et il y a deux réactions dans le public. J'aime beaucoup les animaux, donc je ne supporte pas de les voir souffrir. Donc c'est une détresse empathique qui n'est pas très utile, parce qu'il vaut mieux voir de quoi il en retourne et faire quelque chose, bien sûr. Tandis que la compassion, qui est orientée vers les autres, vous donne au contraire du courage, de la détermination pour faire quelque chose. Donc l'empathie est évidemment une faculté essentielle pour connaître, apprécier à la juste mesure la souffrance de l'autre, mais si on la laisse à elle seule, elle peut arriver à l'épuisement émotionnel, la détresse empathique, le burn-out, et nous avons besoin d'une autre dimension qui est celle de la compassion, qui, elle, va avec le courage, quelque chose de positif, la détermination, et qui est orientée vers l'autre. I'm sorry. Je n'ai pas résisté. Ouais. Je suis bien mis là, c'est bon? Ok. J'aurais beaucoup aimé connaître votre avis sur les modèles écologiques, notamment le modèle du World 3 qui avait été présenté dans le Club de Rome et dont le modèle standard fait des prédictions quand même assez pessimistes sur l'humanité. Il me semble que les prédictions du modèle standard sont qu'il y aurait un effondrement de civilisation, en tout cas pour la civilisation occidentale, dans la décennie à venir ou dans les 20 ans à venir. Donc j'aimerais bien savoir si vous croyez à ces modèles, si vous pensez qu'ils ont une probabilité d'être vrais, sachant qu'il y a quand même des données, notamment les données de Turner, je crois en 2008 et 2014, qui semblent confirmer qu'on est plutôt sur la trajectoire du modèle standard. Voilà, merci. Oui, pardon. Le modèle standard, c'est-à-dire? Donc le modèle standard, c'est un modèle prédictif écologique qui est censé prédire l'évolution de la pollution, de la population, des ressources fossiles notamment. Et donc la question, c'est de voir comment vont évoluer ces différentes choses. Et le modèle semble prédire que dans l'état actuel, avec la consommation actuelle, d'ici une décennie ou deux, il y aura un effondrement de civilisation à cause notamment du fait que les énergies fossiles vont devenir plus rares, plus chères. Voilà, et donc l'idée c'est que, évidemment c'est un modèle, donc on entre les données qu'on veut, puis on voit ce qui se passe ensuite. Mais actuellement, vu la situation, les auteurs du modèle semblent croire que l'effondrement est probable. This is the Club of Rome predictions from 1971? Yes, exactly. Yes. It's totally wrong. You're reassuring me. Yeah. Now, again, I think, again, that climate change is a severe problem, carbon emissions. There, the problem is not resource shortages. The problem is all too many resources of a particular kind, namely coal and oil. But so that is a problem. I think it's a solvable problem with the right combination of policy, like carbon taxes, and technology, such as better energy storage, fourth generation nuclear, carbon capture and storage, because it's not enough to stop putting carbon in the atmosphere. We have to start taking it out. So it's a severe challenge. I think it's solvable. That doesn't mean that we're going to solve it. It means that we could solve it if we decide to solve it, as I hope we do. The reason that the Club of Rome predictions were wrong is that it was based on bad economics. It is not true that people just consume more and more until the container is empty. And as we've seen, no resource has run out. There were predictions we keep running out of oil. There's more and more oil. That we would run out of metals, but there's no shortages of metals. It's not magic. It's just that as a resource gets scarce, the price rises,
And so there are incentives to look for it in more places, to conserve, to recycle, or to switch to other resources. So I think, and we've seen that with petroleum, with the advent of hydraulic fracturing. There's more oil and gas than we know what to do with. And that's a different problem. But I don't think resource shortages are a significant problem. Tout d'abord, le modèle du Club de Rome de 1971 était simplement faux, puisqu'il était fondé sur des principes économiques qu'on allait épuiser effectivement les ressources fossiles, les métaux rares, etc., alors que ce n'est pas le cas, et que quelles que soient les conséquences écologiques, ça c'est une autre question, mais on a finalement plus de gaz et de ressources fossiles qu'on n'en aura jamais besoin avec le gaz de schiste, etc. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose de les utiliser, mais ce n'est pas un épuisement des ressources puisqu'on trouve de nouveaux moyens d'extraire ces ressources. La vraie question, c'est que maintenant, avons-nous ou non, pour faire face à l'issue du problème du changement climatique, qui est effectivement un problème absolument majeur au XXIe siècle, est-ce que nous avons suffisamment de détermination pour mettre en œuvre les moyens qui existent déjà pour peu à peu remplacer ces énergies fossiles qui, d'une façon ou d'une autre, lorsqu'on change de technologie, qu'on va chercher ailleurs et plus loin, sont possibles, et à quel point nous allons les remplacer, et suffisamment rapidement, par les énergies renouvelables. Et d'autre part, nous devons aussi apprendre d'autres technologies. Il ne suffit pas de limiter nos émissions de CO2, puisque déjà d'abord ça prend un certain nombre d'années pour qu'après ça change, mais il faut pouvoir activement recapturer le CO2 pour diminuer en fait cette tendance et diminuer le taux de CO2 qui est actuellement dans l'atmosphère, qui va se traduire par des réchauffements catastrophiques. Donc les technologies existent de plus en plus. Le prix de ces technologies ne cesse de diminuer. Juste pour donner un exemple, le prix de l'énergie solaire a diminué 50 fois en 25 ans. Donc maintenant, si c'est plus compétitif que les énergies fossiles, le portefeuille prendra l'avantage et ça sera très facile de faire cette transition. Donc tout ça, le défi, c'est comment appliquer suffisamment rapidement cet ensemble de technologies pour pouvoir contrecarrer ce point, mais ce n'est pas l'épuisement des ressources fossiles en elles-mêmes qui sont la cause de la crise. Thank you so much for both of you for the work you do. I think it's one of maybe the reasons, possible reasons why the violence is decreasing. I have two questions. The first one is, do you think that social networks play a role in the decrease of violence? The fact that everybody now has a phone and we can see how real people live in Iraq or other countries like that. And the second question is the aging and the decreasing of active population going to have an influence on the possible sources of violence in the future? And in general, what do you think about the future sources of violence? What can it be? And how can we stop them? Yeah. Both excellent questions, and I don't know the answer to either one. I used to think that social media would definitely increase empathy, increase altruism, as it just made the world smaller in the same way that print and literacy did in the 18th century, and then television and radio in the after World War II. It is probably too early to say. One could make the argument that social media have led to better recruitment by Daesh, that to the rise of populism in the United States with Donald Trump and the Russian efforts to use social media to put Donald Trump in power. So if I were to argue that social media would have a beneficial effect, other people could argue back. I think it's too early to tell. That very often, I think that in the course of history, there are new developments that can have positive and negative effects, and it takes time to come up with responses to minimize the negative effects and maximize the positive effects. It's kind of like when there's an infection, it takes time to mount an immune response. And it may be that with the
bad effects of social media, such as abuse and trolling and fake news, the electronic ecosystem needs time to mount a defense. Maybe we'll... Donc la première question, c'était quelle peut être l'influence de la dissémination des médias sociaux sur la violence, de façon positive ou négative. En général, il semblerait à première vue que ça soit un facteur positif, du fait que nous avons vu que le fait de devenir de plus en plus cosmopolite favorisait le déclin de la violence. Or, il est clair que les médias sociaux favorisent la notion d'interdépendance, donc de rapetisser la planète, de sentir que les êtres sont plus, l'humanité, sont beaucoup plus proches les uns des autres, beaucoup plus accessibles aux uns les autres, et aussi sans doute l'empathie, puisque beaucoup de ces réseaux sociaux nous mettent, font prendre connaissance de la situation de l'autre, et nous avons donc peut-être tendance à avoir davantage d'empathie. Donc ça semblerait un facteur qui irait dans le bon sens. Mais aussi, il y a des facteurs négatifs, comme souvent toute nouvelle technologie, à savoir l'utilisation des médias sociaux comme le font très habilement, par exemple, Daesh. Ce sont des médias sociaux pour commettre des violences sexuelles contre des mineurs, de toutes sortes d'abus, l'influence négative des fausses nouvelles, comme on en voit de plus en plus, c'est un facteur qui effectivement peut influencer des élections. Le fait que des puissances étrangères, comme ça semble avoir été le cas pour les élections américaines, puissent interférer au travers de la manipulation des médias sociaux pour faire élire quelqu'un comme Donald Trump. Donc il y a évidemment aussi des possibilités que tout cela arrive vers quelque chose de négatif. Mais ce qui s'est passé très souvent dans toute avancée technologique ou dans des nouvelles inventions, c'est qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, mais que très souvent, il faut un certain temps pour le système, et c'est par exemple le cas des médias sociaux, de trouver les moyens de défense contre ces aspects négatifs, tout en maintenant ceux qui contribuent à un meilleur état de l'humanité. C'est un petit peu comme la réponse immunitaire. Si vous avez une infection, la réponse doit se construire, le système doit se mettre en œuvre, sécréter des anticorps appropriés à l'attaque particulière par une bactérie ou un virus. Et ensuite, une fois que les anticorps sont en place, le système immunitaire peut réprimer la maladie. Donc, on peut voir les deux choses, mais on peut espérer que ces systèmes immunitaires des réseaux sociaux se mettront en place de telle sorte qu'ils contribuent à un déclin de la violence davantage que le contraire. As for the second question, this is one of the reasons why it is so important to distinguish different causes for violence, because I think there is not just one phenomenon called violence. So the effect of age can go in different directions depending on whether you're talking about crime, or violent crime is a young person's game. The peak age for committing a crime is about 15 to 30, mainly men. As the population gets older, then you'll have less fights in bars and less fights over parking spaces. One of the reasons that you saw in the graph that in the 1960s, in every Western country, the crime rate went up, is that the baby boom, my generation, where there were after World War II, everyone had babies, and so there was a big bulge in the young population. They entered their crime years in the 1960s. That's not the only reason, but it's at least one reason. And so when population gets older, crime goes down. However, there are other kinds of violence, or at least contributors to violence, where it's older people that are the problem. Certainly, racism and sexism and homophobia are much stronger in older people than in younger people. This is true both in public opinion polls where you ask people, but also in more subtle forms of measuring racism, sexism, and homophobia. So there is some hope that as older people, my generation
start dying, the population should get less racist, sexist, and homophobic. This has implications I'll just throw in for populist politics, at least in the United States and in many European countries. I'm not sure of the statistics for France, but Donald Trump had much more support from old people than young people, and in Poland, in Hungary, in many European countries, support for the populist parties is from older age groups. Donc il y a deux aspects au vieillissement. En ce qui concerne la violence physique, comme les meurtres et autres formes de violence physique, le vieillissement serait plutôt une bonne chose, puisqu'on sait que la majorité des meurtres et des violences graves, des sévices de violences graves physiques, sont commises entre 15 et 30 ans. Et notamment, nous avions vu précédemment qu'il y avait eu un pic de violence dans les années 60. Ça correspond aux baby boomers, le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens sont mis à faire une quantité de bébés incroyable. Et donc, il y avait beaucoup plus de gens dans cette tranche d'âge en 1960. Alors, ce n'est certainement pas la seule cause, mais c'est sans doute une cause qui a contribué à cela. Et on sait qu'après 30 ans, et à mesure qu'on prend de l'âge, il y a de moins en moins de meurtres causés par les personnes plus âgées, mais aussi de disputes à propos des places de parking, à propos de toutes sortes de conflits qui se traduisent par des risques, par des actes de violence. Donc, de certains points de vue, le fait que la population moyenne est plus âgée doit être, et semble devoir être, un facteur de déclin de la violence dans la population globale. Il y a un autre type de violence qui est lié à des points de vue racistes, à la discrimination entre les sectes, à l'homophobie, et qui est certainement plus prévalente chez les personnes plus âgées. Alors, est-ce que c'est simplement une question de culture, que c'était prévalent à l'époque où ils étaient jeunes? Mais on voit bien, par exemple, qu'il y a une beaucoup plus forte proportion d'électeurs âgés parmi les personnes qui ont élu Donald Trump. Dans certaines régions qui sont assez rétrogrades de ce point de vue, comme en Pologne ou en Hongrie ou autres, également ceux qui ont soutenu ces gouvernements populistes, démagogues, sont principalement dans la tranche d'âge plus âgée. Et donc on pourrait se demander si maintenant, lorsque cette génération qui est beaucoup plus ouverte, qui est nettement moins tendance au racisme, au sexisme, à l'homophobie, lorsqu'elle va prendre de l'âge, est-ce qu'elle va de nouveau tomber dans ces travers? Mais on peut espérer au contraire que la façon dont leur vision du monde va se maintenir à mesure qu'ils sont âgés. Et donc on peut espérer que la prochaine génération de personnes âgées n'aura pas ces travers. J'espère qu'elle va être bien. Oui, c'est une question qui concerne la violence refoulée. C'est-à-dire que on constate que les lois et le conditionnement social, plus largement, nous empêchent d'exprimer une violence physique. Cependant, la violence, enfin la brutalité du monde existe toujours, et notamment je pense à la brutalité économique. Donc on constate une augmentation du stress, des dépressions, de ce qu'on appelle des maladies de civilisation. Et donc est-ce qu'il n'y a pas un déplacement des conséquences des conflits armés, enfin de la violence physique, vers justement un monde qui est des conséquences physiques et donc des décès de par la brutalité économique, et donc la brutalité qui ne s'exprime pas physiquement. Et donc c'est un ami qui m'a soufflé cette phrase: est-ce qu'un monde moins violent est-il forcément un monde plus heureux? C'est une question provocatrice, mais c'est un peu le sens de tout ça. Merci. Yes, a less violent world is a happier world, definitely. In particular, the dead people cannot be happy, so dead people cannot be happy. So just the mere fact that that there are people around means that itself is necessarily a good. But more generally,
there's not the hydraulic model that there's a certain kind of energy that you have to get out through violence, and if you can't, it'll be repressed and it will bulge out somewhere else through depression or anxiety. I don't think is true. There's not good evidence that the mind works that way. That certainly it is true that even having angry outbursts does not make someone calmer and more happier across the board. If anything, it makes things worse. Yes, it makes it worse. So in general, I think there are no downsides to reducing violence. In terms of economic deprivation, I think it's a mistake to call, say, insufficient economic growth a form of violence. I think they can both be bad for different reasons. But in any case, on average, the world is getting richer. Poverty is decreasing both worldwide and in Western countries. Perhaps not as rapidly as we would like. Perhaps there's certainly more inequality that we would want. But it's not as if people's actual standard of living is going down. But regardless of whether it is or isn't, the fact that people are not raped, assaulted, killed is completely and without question a good thing. Donc, pour commencer par la fin, il est certain qu'un monde moins violent est un monde plus heureux. Déjà, les morts, ils ont un peu de mal à être heureux, pour commencer. Et d'autre part, c'est clair que s'il n'y a pas moins de viols, moins de meurtres, moins de violence à l'égard des enfants, moins de violence domestique, moins de morts à la guerre, on ne peut que s'en féliciter et ça ne peut qu'augmenter le bien-être global de la population. Alors maintenant, il y a aussi une autre idée, c'est que si un monde sans violence, ça voudrait dire qu'on essaie à tout prix de réprimer une pulsion violente qui est une partie constituante de l'être humain. Il y a toutes sortes de théories dans ce sujet, on ne va pas élaborer là-dessus, mais il y a eu des personnes qui ont fait cette théorie, qu'il faut décompresser ça d'une manière ou d'une autre, et que si on n'y arrive pas par la violence physique, on le fera d'une autre manière, que ce soit par la domination économique ou autre. Il n'y a pas véritablement disons, d'évidence, de preuves scientifiques qui corroborent ces hypothèses. Donc, bien au contraire, toutes ces hypothèses qui ont été formulées dans le passé n'ont jamais été vérifiées. Donc, en gros, il ne s'agit pas d'essayer de décompresser, notamment avec la colère. On disait, on se sent beaucoup mieux après une explosion de colère parce qu'enfin, on n'a pas essayé de la réprimer au fond. Ce qu'on a pu montrer au contraire, c'est que si vous dites « c'est mieux de laisser se poser ma colère », ben vous allez vous mettre en colère plus souvent, plus longtemps, et votre tendance générale à la colère va aller croissant. Donc ça, ce genre de choses, avant on cassait des pianos, on faisait plein de trucs, ça ne marche pas. On a dit ça une fois au Dalai Lama, il y a des gens qui se tapent la tête contre les murs, d'autres contre un oreiller, et comme il a le sens pratique, il a dit tant qu'à faire, je préfère choisir l'oreiller. On a demandé que ça ne marchait pas, donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne... J'ai été distrait par ma propre distraction. Zut, j'ai raté la fin du coup. I did a little apartheid and I lost part of it. Hein? Yes. Oh yes. Et en ce qui concerne maintenant la pauvreté, certes, il y a les inégalités vont encore croissantes dans les pays, par exemple, de l'OCDE, en termes d'inégalités entre les facteurs extrêmes. Mais ceci dit, globalement, le niveau de vie moyen de la population mondiale, en dépit de ces inégalités croissantes dans les pays riches, s'améliore. Tout simplement parce que le fait que le nombre de personnes sous le seuil de la pauvreté a considérablement diminué. Et si je peux donner juste le chiffre à la suite de l'intervention du projet du Millénium, on est passé en 20 ans de 1,5 milliard à 750 millions de personnes sous le seuil de la pauvreté. Et cette tendance continue. Donc de ce point de vue, on peut considérer que la capacité, disons, économique des citoyens du monde de fonctionner dans l'existence va en s'améliorant.
Je suis désolée, il y avait d'autres questions. Voilà, on engendre des frustrations, mais comme maintenant vous avez entendu ce discours sur la violence, vous serez très paisible. Et si vous souhaitez faire signer le livre, Steven va faire la signature dans le hall là-bas. Voilà, merci beaucoup. Those people find it very plausible, even though the evidence goes against it. No, after